c'est Claude Lévi-Strauss, le père du structuralisme et de la mythologie et de sciences de la pensée sauvage. Alors il est assez frappant de regarder dans l'œuvre de Lévi-Strauss, depuis 1951 jusqu'à la fin de sa carrière, même les inédits qui étaient publiés il y a 1 an et demi aux éditions du Seuil, une réflexion constante qui dit la chose suivante. Il existe, selon Lévi-Strauss, 3 moments déterminants dans l'évolution de l'Occident qu'il appelle 3 humanismes. Le premier, celui qu'on connaît tous par cœur, c'est celui de la Renaissance, qu'il qualifie d'aristocratique. On va y revenir sur cette désignation. Le second, celui du XIXe siècle, qu'il qualifie comme exotique et bourgeois. Et le troisième, qui est du XXe siècle, qui est le sien, et qu'il qualifie comme démocratique. Dans une première lecture, on est tenté de dire et d'identifier dans cette évolution des soi-disant humanismes une évolution politique d'un modèle aristocratique vers la bourgeoisie associée à la révolution industrielle du XIXe siècle, vers la démocratie du XXe siècle. À mon avis, c'est la mauvaise lecture. Parce que, je vais essayer de détailler un petit peu, ça va être en lien avec ce que Françoise nous a dit, il me semble qu'il y a autre chose qui se joue dans ces 3 dénominations. Pour donner une première illustration, si on regarde l'humanisme de la Renaissance, je vais prendre un exemple qui est également peut-être le plus connu, c'est celui de Lorenzo Valla, un philologue de Florence, qui est connu pour une œuvre célèbre qui s'intitule « La donation de Constantin ». La donation de Constantin, c'était un document tenu par l'Église catholique et qui disait qu'il a existé un testament de l'empereur Constantin qui, avant son décès, l'avait rédigé pour transférer ses pouvoirs politiques et temporelle à l'Église. Et du coup, cela légitimait la cohabitation des 2 pouvoirs dans l'Église. Alors, Lorenzo Valla, qu'est-ce qu'il fait comme philologue qui maîtrisait parfaitement le grec? Il commence à lire le document, il découvre tout de suite que c'est un faux, qui a été rédigé quelques siècles après le décès de l'empereur, et du coup, cette légitimité saute. Ce qui m'intéresse, quant à moi, c'est non pas seulement cette mutation dans le rapport avec l'Église, mais plutôt c'est dans la transformation de la légitimité du document lui-même. Avant Lorenzo Valla et la Renaissance soi-disant aristocratique, la légitimité du document était associée à la genèse et la généalogie de sa transmission. Alors qu'après la naissance de la méthode critique, c'est l'énoncé de sa vérité qui constitue en grande partie sa légitimité. Si on regarde le XIXe siècle, c'est avec la découverte des sociétés lointaines, surtout la Chine et l'Inde, qui a obligé l'Occident à se raconter son histoire autrement, parce qu'on était obligé de se comparer à des civilisations qui ont leur propre histoire, avec une autre chronologie, qui nous a obligés de modifier comment on s'est raconté à nous-mêmes notre première histoire. Et ainsi, on trouve au XIXe siècle la naissance de la méthode comparative et la construction des comparables. Et du coup, le document lui-même, dans sa nature, est également transformé. Si on regarde le 3e humanisme, qui est celui de Lévi-Strauss, qui est démocratique, non pas à cause de sa dimension politique, mais plutôt parce qu'il va prendre en compte ce qui a été oublié, refoulé par les 2 premiers, c'est-à-dire l'oralité et le mythe. Ce qui n'était pas écrit, ce qu'on a appelé, si on reprend l'expression de Jack Goody, qui a été cité ce matin, la domestication de la pensée sauvage. C'est l'oral qui vient pour donner une complémentarité qui était absente et manquante dans les 2 premiers humanistes. Et du coup, on voit dans les 3 cas des modulations et des mutations sur le statut du document et la manière dont il peut circuler dans nos sociétés et surtout comment il est devenu dans chaque cas, un vecteur de valorisation. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut parler d'un 4e humanisme qui serait celui du numérique, pour 2 raisons. La première, c'est parce que tout d'abord, le numérique nous oblige en partie à numériser notre patrimoine, qu'il soit écrit ou autre. On y en voit de le voir partout, que ce soit dans les musées ou bien dans les bibliothèques. Et en même temps, on voit émerger des documents d'une nature autre, différente, qui sont numériques nativement. Et c'est cette modification qui, à mon sens, peut légitimer cette articulation.